C'est le cas de la Belgique. Les militaires découvrent la potentielle nocivité du Milan lors d'un entraînement. Patrick Dessy, à la tête du principal syndicat de soldats belges, révèle l'affaire en 2001. Au musée de l'armement de Bruxelles, il a tenu à nous présenter le général Pochet. Celui-ci a commandé pendant des années des unités équipées du missile Milan. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est ce qui sort donc du tube et c'est le missile en lui-même. Donc ça, c'est la charge explosive, le système de conduite et de stabilisation. Et ici à l'arrière, vous pourriez voir sur un missile tout à fait réel du thorium. C'est ça que sert le thorium, c'est pour mieux voir le dégagement infrarouge du missile et pour pouvoir mieux le guider de jour comme de nuit. Et alors vous en avez déjà utilisé par le passé? Ah oui, on en a tiré des milliers à l'armée belge, puisqu'il est arrivé dans les années 80 et on l'a utilisé jusqu'à tout récemment. Donc pendant des années, ça a été utilisé, tout ce qui était entraînement des gens sur les pas de tir, et c'est là d'ailleurs que le problème thorium est apparu. Les militaires belges font cette découverte lors d'un entraînement dans un champ de tir anglais. Les Britanniques les alertent sur ce thorium, dispersé au moment du tir du missile Milan. Ce qui a mis la puce à l'oreille, on va dire, ce sont les Anglais quand ils ont demandé que les Belges mettent en application les mesures de protection. Et là, ils sont interrogés, quelles mesures de protection? On n'est pas au courant. Ah ben, attention, il y a du thorium dans le traceur de ce missile. Le syndicat des militaires belges se saisit du dossier. Il demande au ministère de la Défense de protéger les soldats qui tirent les missiles Milan. Une directive est alors adoptée. Et le but est très clair, lutter contre la contamination radioactive du Milan. Pour ce faire, le port de l'équipement de protection personnelle et individuelle est obligatoire pour tout le personnel se trouvant sur la position de tir. Masque anti-poussière, gants jetables. Le sol sur lequel le tireur et le pourvoyeur sont couchés durant le tir est à recouvrir au préalable d'une bâche synthétique. Les militaires belges seront ainsi équipés jusqu'à leur dernier tir, réalisé en 2009. Ça veut dire que l'armée belge a quand même pris au sérieux cette affaire de contamination des sols ou des hommes au thorium. Tout à fait, et c'était dans son intérêt, puisque on ne saura que dans 10 ou 15 ans si les gens qui ont été contaminés vont présenter des pathologies au niveau des poumons, des os, du foie, en fonction de la dose qui a été reçue. Donc il était dans l'intérêt de la défense de pouvoir répertorier tous ces gens qui ont tiré, et si un jour, par malheur, certains devaient se plaindre et pouvoir faire un lien de cause à effet entre une pathologie du foie, par exemple, et à ce moment-là, la défense indemniserait le personnel qui a été contaminé. Selon nos informations, du côté français, les soldats ne se sont jamais protégés contre ce thorium contenu dans les missiles. Mais dans quelles conditions ont-ils été tirés sur le polygone de Queyras? De retour en Sardaigne, nous nous rendons à la base principale. Bonjour. Nous voulons parler au colonel Frézy. Un sous-officier vient nous annoncer que le colonel Frézy, chargé de la communication, refuse de nous recevoir. Le colonel Frézy me fait dire qu'il ne vous autorise pas à entrer. Et vous ne pouvez pas accéder non plus à la zone du polygone. Une fois le sous-officier parti, nous engageons la conversation avec un autre militaire. Et vous pensez quoi, vous, de la situation? Je ne sais pas. Je crois que la presse a exagéré le problème. Enfin, je veux dire la presse locale. Pourquoi? On a reçu des résultats d'analyse et on a bien vu que tous les poisons dont la presse parlait n'existent pas. Le soldat fait référence à une enquête commandée par l'OTAN. Une enquête qui disculpe totalement les activités militaires du polygone de Queyras. C'est à Milan que se trouve la SGS, la société qui a réalisé cette étude. Cette multinationale est la première entreprise au monde d'analyse et de certification. Le chargé de la communication est présent, le directeur général s'est lui aussi déplacé. Fait étonnant, un dictaphone est même posé sur la table pour enregistrer notre entretien. S'ils prennent autant de précautions, c'est sans doute parce que 2 de leurs scientifiques sont mis en cause par le procureur Fiordalisi. Vous êtes Ah, d'accord, l'autre chimiste. Ils sont poursuivis pour falsification aggravée d'un document public. Ce matin, ils comptent bien défendre ce document, l'étude sur les sols, qu'ils ont menée sur le polygone de Queyras pour le compte des militaires. Combien d'échantillons?
En total, de sol, c'est fait plus de 700 échantillons. D'accord. Donc c'est un gros travail pour vous. Oui. Combien de mois de travail sur ces Alors, du début de l'échantillonnement jusqu'à la consigne du rapport final, il y a 2 ans de travail. 2 ans de travail. 2 ans de travail, oui. Un travail considérable, mais avec un objectif pour le moins inattendu. Notre devoir n'était pas d'analyser si l'armée avait pollué. L'activité était de faire une photographie de la zone, de la situation, mais de ne donner aucune réponse au point de vue de la pollution. Pour cela, les militaires leur ont indiqué les lieux des prélèvements et la trentaine de métaux lourds, dont le thorium, qu'il fallait chercher dans les sols. Les scientifiques obtiennent ainsi des résultats très rassurants. Là où il n'y avait pas d'activité militaire et là où il y avait activité militaire, il n'y avait pas de différence. Le procureur a des doutes sur l'étude des chercheurs, d'autant plus qu'il découvre un lien entre l'entreprise SGS et l'industrie de l'armement. Sergio Marchionne, le président du conseil d'administration de la SGS, est aussi le directeur général de Fiat. Et des filiales de Fiat produisent des moteurs d'engins militaires et des chars pour l'armée italienne. Le président du conseil d'administration de SGS est aussi le patron de Fiat, je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. D'accord. Fiat, qui est effectivement en gros une entreprise qui fait de l'armement, qui a effectivement des sociétés qui font l'armement, donc Alenia, etc., et qui utilise beaucoup ce territoire du polygone. Que je sache, Fiat ne fait pas d'armement, fait des voitures. Et je ne savais pas que... J'apprends qu'il fait des activités sur le polygone, Fiat. Bon. Mais vous comprenez le doute qui règne autour de ce rapport commandé par les militaires à une société qui a des liens avec l'armement? Vous comprenez? Non, franchement, je ne comprends pas. Pour ces chercheurs, l'activité militaire n'a donc eu aucun impact sur l'environnement du polygone. Pourtant, ces vues aériennes de la base de Quira révèlent des terrains dépourvus de végétation, des paysages lunaires. Le procureur Fiordalizzi est convaincu que ces cratères sont des zones contaminées. Dans cette zone, les fosses ont été creusées par les explosions. Il y en avait du matin au soir, et cela pendant des mois. Il mandate alors d'autres chercheurs, cette fois-ci indépendants de l'armée. Leurs résultats seront bien différents de ceux de la SGS. Le toxicologue Pierluigi Caboni travaille à l'université de Cagliari en Sardaigne. Mettez-les là. Lui aussi a procédé à des prélèvements, plus de 500 échantillons sur le polygone de Quira. Et les taux de métaux lourds trouvés par le professeur Caboni sont cette fois inquiétants. On a trouvé des concentrations parfois 100 fois plus élevées que la norme. Le toxicologue s'intéresse à ces cratères qui avaient intrigué le procureur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces photos révèlent l'origine de ces cratères, la destruction d'armes obsolètes. Ces images inédites, prises par les soldats eux-mêmes, sont des pièces à conviction. On y voit les militaires faire exploser de vieux obus et provoquer ainsi des nuages de poussière de métaux lourds. Ça, c'est la zone où les militaires venaient détruire le matériel obsolète. Regardez ici. Ce sont tous les cratères formés par ces explosions. On voit que dans la zone, la végétation ne pousse plus. Pourquoi il n'y a pas de végétation? Probablement à cause de la pollution due aux métaux lourds qu'on a trouvés. Cadmium, plomb, arsenic et antimonium. Pour le professeur Caboni, Quira est un désastre environnemental et sanitaire. Moi, je ne me sentirais pas en sécurité si j'habitais dans une zone militaire avec ce type d'activité. Mais certains Sardes n'ont pas vraiment eu le choix. Stefano Pilleri était un appelé du polygone de Quira. En 1998, il a 21 ans
il passe 6 mois sur la base pour son service militaire. Il se souvient encore du bruit des tirs et des explosions. À certaines périodes, la fréquence des explosions était très importante. On pouvait en entendre tout au long de la journée. Une fréquence importante, c'est-à-dire? Je pense qu'il pouvait y avoir jusqu'à 20, voire 30 explosions par jour, peut-être plus. Sur la base de Quira, personne ne s'en inquiétait vraiment. On n'a jamais été informé que cela pouvait être dangereux pour nous. On n'a jamais eu de protection ou de recommandations particulières de la part de ceux qui nous commandaient. On n'avait aucune information sur ce qui se passait. 3 ans plus tard, Stefano Pilleri tombe malade. Un lymphome non-Hodgkin est diagnostiqué à l'hôpital. La même tumeur retrouvée chez la plupart des bergers de Quira. Quand vous étiez dans les hôpitaux en Sardaigne, vous avez rencontré d'autres personnes qui souffraient de la même maladie que vous? Oui, ça arrivait souvent. Pendant les visites de contrôle, les médecins me demandaient souvent si j'étais allé dans cette zone militaire. Car beaucoup de personnes atteintes de lymphome et de tumeurs ont habité dans la région proche de Quira. Pourtant, l'armée n'a jamais reconnu un lien entre sa maladie et les explosions de la base de Quira. Et ce, malgré les conclusions du professeur Antonietta Gatti. Cette chercheuse travaille sur un domaine novateur, l'infiniment petit, les nanoparticules. Elle analyse au microscope les tumeurs des malades. Dedans, il y a une caméra. Je mets ces échantillons ici. Ce sont des coupes très fines d'organes malades, comme le foie ou les reins. Et à l'intérieur même de la tumeur de Stefano Pilleri, elle découvre des métaux lourds. Quand on trouve à l'intérieur du corps humain ces nanoparticules, la présence conjointe de ces éléments n'est pas normale, car elle n'existe pas dans l'air que l'on respire. Elle vient sûrement d'une combustion contenant ces éléments, par exemple de la combustion d'obus, de bombes et de matériaux militaires. Auparavant, le professeur Gatti avait étudié les cas de soldats revenus de la guerre des Balkans. Elle avait trouvé des traces de métaux lourds jusque dans le sperme des vétérans. Et ce type de contamination, elle le retrouve aussi chez certains habitants de la zone de Quira. Lorsque l'on trouve dans le liquide séminal, c'est-à-dire le sperme d'un patient, des particules contenant de l'oxyde de carbone, du magnésium, de l'aluminium, du silicium, du soufre, du phosphore, du bismuth, du chlore, du potassium, du calcium, du titane, du fer, tout cela n'existe pas à l'état naturel. Ces nanoparticules s'immiscent partout. Elles contaminent tout. En Sardaigne, elles sont même soupçonnées d'avoir provoqué des malformations chez certains enfants, notamment au plus près des cratères, où les munitions obsolètes ont été dynamitées à l'air libre, dans le village d'Escalaplano. C'est ici que vit le photographe qui a retrouvé devant sa porte l'agneau à l'uranium appauvri. Cet animal a ravivé les doutes de Stefano Artizzu sur la malformation de sa propre fille. Celle-ci est née il y a 20 ans, sans doigt à la main droite. Petit à petit, il découvre que son enfant n'est pas un cas isolé dans le village. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte en discutant à droite à gauche, avec les uns et les autres, qu'il y avait des cas de malformation de l'appareil génital. Et aussi d'autres malformations qui concernaient les organes digestifs. Il y avait aussi un autre cas, un problème au visage. On en a dénombré 15 en tout. Entre 1988 et 1992, 15 enfants malformés sont nés dans le village. Face à cette hécatombe, Stefano tente de mobiliser les habitants en vain. La honte sera plus forte que le désir de vérité. On nous a dit qu'on se trompait, que ce n'était pas vrai,
qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Tout le monde, même leurs parents, voulait les cacher. Ce qu'ils voulaient, c'était dissimuler l'ampleur du phénomène. Seul contre tous, le photographe abandonne son combat. Les enfants malformés d'Escalaplano restent cachés, à l'abri du regard des villageois. Aujourd'hui, le sujet est tabou, le nom des familles gardé sous silence. Nous finissons par trouver l'adresse de l'une d'entre elles. C'est Linda. Buongiorno. Ma fille est née comme ça. Elle est hydrocéphale. Elle a le crâne un peu déformé. Si vous voulez, vous pouvez monter, mais pas avec la caméra. À l'étage, Maria, sa fille, est allongée sur un lit médicalisé. À 24 ans, elle a le corps d'une fillette de 5 ans. Voilà pourquoi je ne voulais pas de caméra. Son crâne est déformé, ses membres atrophiés et paralysés. Sa bouche reste grande ouverte, car ses dents ont poussé à l'intérieur de son palais. Maria a du mal à respirer. Elle entend, mais elle ne peut pas parler. Maria est, comment dire, elle est éteinte. L'encéphalogramme est quasi plat. Maintenant, il est impossible de la laisser seule, car elle peut suffoquer, vous comprenez? C'est tellement difficile. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un monstre pareil. Pas vrai, Maria? Je veux que Maria soit considérée comme un être humain. À la naissance de sa fille, cette coiffeuse a dû arrêter de travailler pour s'en occuper. Elle n'a jamais compris pourquoi la 11e de ses enfants était née comme ça. J'ai fait toutes les analyses à l'hôpital. Ils m'ont dit que ça ne venait pas de moi, que ce n'était pas de ma faute. Quand vous étiez enceinte de votre fille, est-ce qu'il y a un événement particulier, un événement militaire qui vous a marqué? Non, on entendait des explosions, comme des bombes. Comme on vivait à proximité, on voyait ces gros nuages. On ne pouvait pas savoir ce que c'était. Jamais on n'aurait pu imaginer que c'était nocif. C'était en 1988, l'année noire d'Escalaplano, celle qui a vu naître la plupart des enfants mal formés. Dans cette lettre, adressée en 2002 à la mairie, des élus municipaux ont recensé grâce aux bouche à oreille 24% de naissances anormales en 1988. Un chiffre que l'ancien maire a toujours nié. Monsieur De Mantis ? Vincenzo De Mantis était à la tête du village de 2001 à 2010. Là, on a un document où on montre qu'il y a 24% de naissances anormales. Je ne connais même pas les parents. Donnez-moi les noms. Vous les avez, vous, les noms? Pour vous, ils n'existent pas. Pour moi, ils n'existent pas car je ne les connais pas. C'est tout. Je ne les connais pas, tous ces enfants dont vous me parlez. Je ne les connais pas. Ok. Si l'ancien maire nie l'existence des enfants d'Escalaplano, c'est qu'ils sont une mauvaise publicité pour la région. Bon nombre de Sardes préfèrent fermer les yeux pour préserver le tourisme, l'agriculture et bien sûr l'armée, les 3 secteurs qui font vivre l'île. Dans cette affaire, 20 personnes sont actuellement mises en cause par le procureur. Un élu, 7 scientifiques et 12 militaires sont poursuivis. Parmi eux, des généraux, anciens responsables du polygone. Un jour, ils devront tous s'expliquer sur l'origine du syndrome de Queyras.
Avec nous sur ce plateau, Linda Bendali qui a co-réalisé ce reportage avec Sophie Le Gall et Pascal Pascariello. Bonsoir. Bonsoir. Abraham Béard, radiobiologiste, biophysicien et président de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. Merci monsieur d'être avec nous. Nous avions également invité la Direction générale de l'armement et le constructeur de missiles MBDA à participer à ce plateau. Ils ont tous deux décliné notre invitation. Linda Bendali, je me tourne d'abord vers vous. La fin de votre reportage est vraiment frappante, forte. Pourquoi la mère de cette jeune fille, très lourdement handicapée, accepte finalement de vous parler? Alors c'est délicat en fait. Au début, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Donc quand j'arrive, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Je ne sais pas quel est le type de malformation qu'a sa fille. Et au moment où je lui en parle, elle, on sent tout de suite la volonté, elle insiste pour qu'on monte à l'étage et qu'on voit sa fille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va nous expliquer que les militaires ont dit que sa fille n'existait pas, que c'était de la rumeur. Donc elle voulait nous apporter une preuve, en fait, concrète. Nous dire, voilà, elle existe, elle est là, elle est vivante, elle entend ce qu'on dit. Et elle voulait vraiment nous prendre à témoin dans cette histoire, en fait. Et c'est ce qu'on voit, le maire du village, en tout cas l'ancien maire du village, vous dit, ces 15 enfants mal formés, ils n'existent pas parce que moi, je ne les connais pas. Voilà, c'est très étonnant. Alors moi, je me dis, comment ça se fait qu'ils disent ça? Après, si on prend le contexte global, cet homme est lié au tourisme, il défend aussi l'économie de son village. Et l'économie, c'est quoi? C'est l'agriculture. Et donc, il veut pas... Enfin, on a l'impression que le village veut cacher ses enfants parce qu'ils ne veulent pas nuire à l'image de marque de ce village. Et l'image de marque, c'est quoi? C'est vendre du lait, de la viande et essayer de vivre de cette agriculture. Et donc, ils sont vraiment torturés entre ce dilemme qui est connaître la vérité et préserver le village et son économie parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien autour, quoi. Et alors, les habitants d'Escalaplano, ils ont porté plainte, finalement? Non. Aucun. Escalaplano est inexistant dans le dossier judiciaire. Et ça, pour moi, c'est le grand drame de cette histoire, quoi. C'est-à-dire que nous, on a voulu creuser cette piste. Escalaplano, c'était important parce que c'était beaucoup à l'état de rumeur. Il n'y avait pas de fait parce que le procureur n'a pas pu aller plus loin. La seule chose qu'il a pu faire, c'est déterminer avec un géologue que l'endroit où était Escalaplano, il y avait donc des explosions pas loin et les courants de vent apporter toutes les poussières vers le village, qui est un peu surélevé. Et donc, effectivement, quand il faisait exploser ses munitions obsolètes, les poussières arrivaient directement dans le village d'Escalaplano. Abraham Béard, on a vu qu'il est question d'uranium appauvri dans le reportage de Linda Bendali, de thorium, d'arsenic, de cadmium. C'est ce qu'on appelle des métaux lourds. Et ils ont tous un impact sur notre organisme. Voilà, que ce soit l'uranium ou le thorium, c'est des substances qui ont une double toxicité. Une toxicité chimique, parce que ce sont des métaux lourds, et d'autre part une radiotoxicité, puisqu'ils sont radioactifs. Alors, sur la toxicité chimique, cette question des métaux lourds est un problème majeur de santé publique, qui a donné lieu à une grande enquête de l'Organisation mondiale de la santé, parce que ces métaux lourds, si vous voulez, peuvent être filtrés et se fixer sur le cerveau, donc peuvent avoir des effets sur le système nerveux d'une part, et ils sont d'autre part tératogènes, c'est-à-dire qu'ils ont des conséquences au niveau des embryons. Alors du coup, Monsieur Béard, est-ce que vous feriez le lien entre ces malformations constatées par Linda Bendali à Escalaplano en Sardaigne et la présence de ces métaux lourds, dans l'hypothèse en tout cas? Je comprends bien. Écoutez, dans le cas très particulier, ce que je retiens, et qui me paraît très important, c'est le rôle important des poussières, des particules, du vent, c'est-à-dire la possibilité d'une contamination pulmonaire. Or, ces substances sont particulièrement toxiques par la voie d'entrée pulmonaire. Le deuxième élément, par contre, c'est le fait que ça a l'air concentré dans une période très particulière. Entre 88 et 92. Voilà. Et donc là, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de contamination, d'intoxication massive. Est-ce que c'est les entraînements réguliers des missiles qui peuvent donner ça? C'est possible. Ou bien est-ce que c'est la destruction de matériel ancien? Je n'en sais rien, je n'ai pas la preuve, mais tout de même, les arguments vont plutôt dans ce sens. Linda Bendali, le procureur a fait faire des enquêtes scientifiques, en tout cas des prélèvements, et ça a mis en évidence plusieurs séries de données
incontestable. Alors oui, effectivement, il y a le thorium, donc on retrouve, comme on voit dans le sujet, dans les os des bergers. Il y a effectivement une série de métaux lourds qu'on retrouve dans le sol à des quantités 100 fois plus élevées, donc avec une diversité de métaux lourds qu'il est très difficile à créer de manière naturelle. Alors, Monsieur Béard, expliquez-nous qu'est-ce que ce fameux thorium, qui est quand même moins connu du grand public. C'est une famille entière de radioactifs avec des filiations successives. Et ce thorium-232, si vous voulez, a une demi-vie de 14 milliards d'années, c'est-à-dire plus que l'année de la naissance de notre planète. Alors, ce thorium-là, si vous voulez, est connu au niveau industriel parce qu'il a été très utilisé, puisqu'il permet, si vous voulez, en émettant sa particule sur un cristal, de donner un effet thermoluminescent. Voilà, c'est ce qui permet de suivre les missiles quand on les lance. C'est ce qui permet de suivre le missile. Mais il est très connu des médecins pour une autre raison. Il y a une trentaine d'années, on a utilisé une substance qui s'appelle le torotrast, qui est à base de thorium-232, pour être un produit de contraste en radiologie, et en particulier pour opacifier les articulations. Et le résultat des courses, c'est qu'on a eu une efflorescence de différents cancers, du foie, du pancréas et de l'os, qui a conduit à l'interdiction du torotrast. Mais pour nous, médecins, c'est un cauchemar. Et pour nous, ça pèse lourd dans notre mémoire de cette période-là et de la toxicité particulière du thorium. Les militaires ou l'entreprise MBDA qui fabrique ces missiles, pouvait-elle ignorer la toxicité de ce thorium, ou l'avait-elle oublié comme on a oublié le torotrast? Non, la réponse est bien sûr que non, ils le savaient. Le problème, c'est comment on mesure les choses. Si on mesure sur un missile isolé, un missile Milan isolé, les 2,7 grammes, dans laquelle on dit on va l'envoyer sur un char, et dans laquelle la pulvérisation va entraîner 10 000 becquerels dans la nature. En faisant des calculs, si vous voulez, même modestes, on voit que ce n'est pas dramatique. Mais dans un champ avec des habitations, des bergers... Mais si par contre vous avez une concentration énorme, à cause des essais dans un champ donné, puisqu'on dit que c'est 2000 missiles environ, et dans laquelle vous avez une accumulation, évidemment, les conditions changent. Alors, Linda, sait-on combien de missiles Milan ont été fabriqués et vendus avec du thorium? On a une idée 350 000 dans le monde. Ouais, c'est à peu près le chiffre que nous a confirmé MBDA aussi, effectivement. Alors, vous nous détaillez à la fin de votre reportage la liste des personnes inculpées, inquiétées, des militaires, des hauts gradés, des scientifiques, un élu, pas de représentants de ces entreprises d'armement inquiétés, poursuivis, demandés à être entendus? Non, c'est vrai que le procureur ne s'est pas attaché à cette question. Pourquoi? Parce que lui, il a préféré effectivement, sur les militaires, dire voilà, vous avez provoqué un désastre environnemental, c'est le terme juridique italien, voilà. Et donc je vais vous poursuivre pour ça. Parce que vous avez mis beaucoup de métaux lourds, beaucoup de thorium dans la zone, vous avez exposé les populations, vous les avez laissés pénétrer dans la zone, donc travailler en plus en tant qu'éleveurs, etc., sans les avertir et sans leur interdire l'accès. Mais c'est une question qui va peut-être surgir dans les jours, semaines à venir, parce que il y a une semaine, donc le 8 mai, le procureur Fiordalisi a été auditionné par la commission sénatoriale italienne. Et à ce moment-là, les sénateurs se sont interrogés, se sont demandé mais pourquoi on n'irait pas voir du côté de la France, et donc du côté d'MBDA ou de l'armée française, pour demander des explications sur ce missile Milan. Alors, on va revenir à la France, parce qu'on a beaucoup parlé de la Sardaigne. Linda Bendali, votre reportage s'intéresse aussi au sort de ces populations près de ces champs de tir. Même symptôme, même silence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bourges, on s'est confronté effectivement au silence de l'armée et au silence des populations. Donc Sophie Le Gall, avec qui j'ai réalisé cette enquête, donc a enquêté à Bourges, a fait du porte-à-porte, a appelé les agriculteurs locaux, a appelé donc, toutes les populations. Et effectivement, tout le monde sur Bourges se sent lié par ce secret défense, par cette industrie militaire qui vit dans le département, qui fait vivre le département. C'est-à-dire que par exemple, rien que le missilier MBDA, c'est le premier employeur du département du Cher. Et donc, c'est vrai que ça a été très dur d'avoir des informations. Et notamment, ce qui est très très étonnant, c'est qu'à l'intérieur du polygone de Bourges, il y a ce fameux site confiné à l'uranium appauvri. Absolument. Et là, il n'y a pas une photo qui existe, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé aucune photo sur ce site. Et les élus
qui depuis 10 ans, depuis l'affaire du syndrome du Golfe, demandent à visiter ce site. Alors on dit, venez au polygone, on fait une belle visite, mais jamais sur le site confiné. Donc personne ne l'a vu, il n'y a pas une image. C'est quand même très étonnant. Secret, pourquoi? défense absolue. Absolue. Abraham Béard, qu'est-ce que vous avez répondu aux riverains inquiets, aux élus qui vous ont sollicité sur ce qui se passe à Bourges? Alors, je veux d'abord dire qu'il y a peut-être une différence avec la Sardaigne, c'est qu'il y a tout de même des gens dans la région, y compris à Bourges, qui se posent tout de même de sacrées questions sur cette situation. Et après tout, dans la réunion où ils m'ont convié, c'est eux qui m'ont convié. Donc cette fois-ci, on n'a pas une population complètement cadenassée. Ça bouge. Le deuxième élément, si vous voulez, je suis persuadé que s'il y a une visite sur le site dans la zone confinée, c'est-à-dire là où actuellement maintenant on fait des essais, pas forcément d'uranium appauvri, mais tous les essais, je suis persuadé que c'est devenu impeccable. La question c'est avant. Bien, on n'est pas sûr du tout qu'avant c'était aussi bien confiné, surveillé que cela, que les déchets de ces différents tirs avaient été soigneusement, tout était ramassé, pas seulement les douilles, mais aussi les déchets métalliques et tout. C'est possible que ce soit comme ça maintenant. Mais le problème, c'était, qu'est-ce qu'il y a, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone? Vous, si on vous demandait aujourd'hui, faites une enquête sur les conséquences, les risques, il faut aller voir quoi? Il faut aller voir les champs, il faut aller voir la terre, il faut aller voir l'eau, il faut examiner les gens. Je pense que la première des démarches, c'est d'examiner ce qui se passe dans le sol. Et comme il s'agit là, plus probablement de rechercher de l'oxyde d'uranium, de regarder ce qu'il y a dans la partie aqueuse, dans la nappe phréatique, etc. On avait posé cette question à la DGA sur les tests qui pourraient être effectués, s'ils ont été effectués ou pas de leur côté. On nous a répondu par mail. Alors je vais vous lire ce qu'ils nous répondent. Des prélèvements réguliers sont effectués par l'armée. Selon la Direction générale de l'armement, il n'y a aucune trace d'uranium appauvri en dehors des zones d'essai de son site de Bourges. Voilà, c'est ce que répond la DGA. En dehors du site, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du site, il y en a. Je ne sais pas, je vous laisse, réagir, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je comprends aussi, mais au contraire, c'est un début de transparence qu'il faut saluer, parce que ça veut dire que s'il y en a bien à l'intérieur du site, ça s'est arrêté juste forcément, ça a dû migrer. Et ça ne peut migrer qu'à l'intérieur du sol, et on doit pouvoir le retrouver. Donc, si vous voulez, c'est un premier pas très intéressant. Alors, ces études ne sont pas publiques. Hein. On les a demandées, ne les publient pas. C'est comme ça. Mais si vous voulez, ça, c'est une autre bataille. Ils sont sûrs que c'est impeccable, que tout va bien, il n'y a pas de risque. On peut faire les prélèvements. Non pas les prélèvements comme eux les font, mais les prélèvements comme un organisme indépendant pourrait les faire. Abraham Béard, si on élargit le débat, et quand on voit que quelques bergers en Sardaigne, près d'un champ d'essai, sont contaminés visiblement, probablement à ce point, qu'en est-il de la contamination des populations civiles sur les vrais terrains de guerre? Alors, je vais vous dire, c'est pire. La nature des armes et les conséquences pour la population civile est un problème moderne. Je voudrais prendre un exemple récent très simple, et qui est l'utilisation des bombes au phosphore, qui ont été faites récemment au Moyen-Orient, et qui ont entraîné un nombre de victimes considérable. Eh bien, voilà un exemple d'un armement classique, entre guillemets autorisé, et dont les conséquences ont été atroces. C'est-à-dire que, si vous voulez, le phénomène moderne, c'est que ce soit des conflits locaux ou des conflits plus généralisés, la cible n'est plus le militaire d'en face. La cible, c'est toujours la population civile. Et si on prend l'exemple de l'arme nucléaire, la cible, ça n'est que la population civile. Linda, pour conclure sur la Sardaigne, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Quiras? Les tirs continuent, ça s'est arrêté? Alors, ça continue, l'activité reprend petit à petit parce qu'elle a été fermée à un moment par le procureur, qui à un moment a dit on ferme tout, on fait un bilan, un état des lieux et on ferme tout. Donc là, ça reprend petit à petit. Et puis là, le procureur, il y a à peu près 15 jours, donc fin avril, a donné donc au juge ses conclusions. Donc maintenant, il y a un juge qui va décider s'il va y avoir un procès ou pas. Et donc voilà, tout le monde est dans l'attente de tout ça. Et en attendant, effectivement, l'activité reprend dans la base. Mais bon, on a quand même rencontré des bergers qui continuaient à emmener les moutons dans les zones d'essai. Et quand on leur demande « mais pourquoi vous continuez à y aller? Vous savez qu'il y a une possibilité de pollution ?» On nous dit « mais on va aller où ? On va emmener nos moutons où? Nous, c'est leur terre, quoi. » Et donc les militaires sont sur leur terre. Quand ils sont arrivés il y a 50 ans, ils ont pris leur terre, en fait. C'est comme ça qu'ils le vivent. Enfin voilà, il y a quand même un enjeu qui est très fort et il y a un drame qui est vécu au niveau local depuis toutes ces conclusions du procureur.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Linda Mendali, merci Abraham Béard de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans ces zones militaires qui, on l'a vu, pratiquent vraiment le secret et sur les conséquences probables sur la santé et l'environnement. Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine enquête de pièces à conviction sur France 3.